bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. J'espère que voilà, c'était pas trop compliqué. Je suis ravie avec toute l'équipe de vous accueillir ici. C'est un format que l'on a, pour ceux qui étaient là aux précédentes éditions, que l'on a fait en webinaire les 2 dernières années ou en web TV selon les années. Et donc là, on est ravis d'être ensemble et donc on sera preneur aussi de vos retours sur le format. Comme c'est très pluridisciplinaire, on a essayé de trouver un équilibre entre la partie juridique et je serai la seule sur scène ou une des seules sur scène, ce qui, voilà, qui montre que le côté pluridisciplinaire. On a essayé de trouver un équilibre aussi entre panel et présentation. Donc on sera encore une fois à votre écoute là-dessus. Donc, merci beaucoup aussi à nos co-intervenants, Benoît Lepezan de la direction Innovation et Opération de la Banque des Territoires et Laurent Bedel du CEA Liten. Merci à tous les deux de vous prêter à l'exercice à nos côtés. Vous aurez sur scène donc aussi les équipes de Deloitte, donc moi-même, avocate associée dédiée à ce sujet des financements publics pour l'innovation et le financement des transitions énergétiques, écologiques, etc., et plusieurs de mes collègues et associés ingénieurs, notamment toi, Romuald, sur l'hydrogène, et les autres viendront sur scène au fur et à mesure. Rémi Barnéou, mon associé lyonnais, et ingénieur généraliste et astrophysicien au départ de formation. Nourou Ndoye, également ingénieur et docteur, et qui a un passé à l'ADEME, qui sera sur scène aussi à nos côtés. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet pour être rapide sur l'introduction. La première partie, j'ai comme mission pas facile d'arriver à brosser un petit état des lieux sur l'actualité réglementaire avec un aspect boule de cristal. Donc je ferai de mon mieux humblement sur certains équilibres au niveau français et au niveau européen notamment. Alors on va commencer sur ce sujet-là et j'indique alors pour tous ceux qui sont ici pour partager le contenu de cette conférence avec nos clients et contacts en région, qu'il y a une captation vidéo qui permettra de partager cela en replay. Tout sera enregistré sauf les temps de questions-réponses. Et vous aurez la possibilité à la fin de chacune des 2 parties de poser vos questions. On fera circuler des micros sur les différentes interventions de chacune des parties. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, sur ce sujet d'actualité, qui se passe-t-il d'autre au niveau réglementaire sur le front donc, de ces financements publics, de ces aides publiques, que ce soit par voie de subvention ou de prêts bonifiés ou ce genre de choses, ou d'autres instruments qu'on mentionnera au niveau européen et français. Alors un petit clin d'œil au début, on a beaucoup tendance à se focaliser, et c'est bien normal, sur le sujet de ce qui se passe en France avec la loi, le projet de loi Industrie verte, ou au niveau européen avec le Green Deal européen, versus est-ce qu'on est correctement positionné ou pas assez par rapport à l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act? Bon, on va beaucoup en parler, mais je voulais quand même mettre à l'écran le fait qu'on avait une inflation de dispositions alors fiscales et de subventions aussi dans les autres pays, avec clin d'œil à mon associé Rémi Canadien, un joli paquet, on va dire, côté canadien. Et donc c'est important d'avoir une vision un petit peu plus large, donc je vous ai mis quelques chiffres à l'écran. Alors pour se focaliser quand même sur les États-Unis et l'Europe, on s'est livré à l'exercice imparfait et pas simple d'essayer de comparer un petit peu les 2 systèmes. Et finalement, on se rend compte qu'en termes de fonds, au niveau du pacte vert européen comme de l'IRA américain, on est sur des budgets qui se comparent, on va dire ça comme ça. Au niveau du pacte vert européen, vous avez les chiffres à l'écran. Ce qui est important de noter, c'est que sur l'IRA américain, le chiffre annoncé d'entrée de jeu par le gouvernement était bien inférieur de x2 à x3. Et en fait, ils ne savent pas très bien quel va être le coût réel du programme. Donc ça pourrait sembler pas si élevé que ça, mais encore une fois, tout le monde, dès qu'on parle à nos collègues américains, ils nous disent qu'on sera sur des enveloppes qui seront, est-ce que ce sera x2 ou x5, ils ne sont pas capables de le dire, mais c'est l'ordre de grandeur. Côté européen, on est aujourd'hui
même si ça va un petit peu changer en France avec un nouveau crédit d'impôt, on est aujourd'hui en France et en Europe plutôt sur des instruments de financement en subvention, là où l'IRA américain a fait le choix de crédit d'impôt, enfin d'incitation fiscale massive, donc c'est plutôt par le biais de la fiscalité. Ce qui a quand même un impact assez direct, c'est que c'est du déclaratif, hein, comme le CIR. Je pense que vous connaissez tous ici bien le CIR, et quelque part ce principe que dès qu'on pense répondre aux conditions, on fait du déclaratif, à charge pour nous de pouvoir en justifier lors des contrôles. Pour les subventions en Europe, on est sur une logique de dossier. Donc il y a une incertitude et il y a aussi une notion un peu discrétionnaire ou d'opportunité par rapport aux grands axes. Et globalement, on est sur un mécanisme qui est plus direct, peut-être plus pragmatique à l'américaine, au sens où au départ tout a l'air facile. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait maintenant bientôt un an hein, on n'a pas beaucoup de recul, mais ils ont beaucoup de guidelines, donc de commentaires officiels du texte législatif. Ils nous disaient, j'étais là-bas récemment, que chaque quinzaine, il y avait un nouveau livre de guidelines sur un des... donc la loi américaine sur l'IRA fait à peu près 700 pages, qui couvre une vingtaine à peu près de nouveaux dispositifs fiscaux, et sur chacun de ces dispositifs fiscaux manquait jusqu'au printemps les commentaires, les guidelines qui les précisent. Et donc en ce moment, ils sont tous en train de sortir. Donc c'est lourd, ça reste, mais c'est assez détaillé. Et donc ce qui est envoyé comme message aux entreprises au départ, c'est un message de vous allez tous avoir quelque chose, ce sera assez simple. Et en fait, les problèmes viennent entre guillemets après. En Europe, le sentiment qu'on a parfois, et en France notamment, quand on voit qu'on avait des appels à projets encore à soumettre hier avec l'échéance de Décarbinde, on voit qu'on a des appels à projets qui sont très pertinents et très intéressants, mais où on a des services de l'ADEME qui nous disent « Ah, on n'est pas sûr que, avec le nouveau règlement européen qui est sorti mais qui n'était pas encore publié, que ça passera ». Donc on a un message un peu plus de complexité avec laquelle il faut qu'on apprenne à jouer parce qu'on a un beau terrain de jeu en Europe, mais il est de prime abord un peu plus compliqué à l'entrée. Et donc nous, finalement, on se dit qu'avec ces échanges-là, ce qu'on peut apporter, mais aussi tout ce que chacun vous vivez dans vos entreprises, l'enjeu, c'est pour les projets qui sont alignés avec les priorités stratégiques, d'aider à démystifier ces complexités qui quand même sont réelles sur un certain nombre de sujets, mais d'aider à les lever pour que la difficulté de montage des dossiers ne soit pas un obstacle à la réussite des projets. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Vous avez ici quelques mots aussi pour distinguer les sujets qui sont les mêmes versus qui sont différents. Tout ce qui est soutien aux énergies renouvelables est présent des deux côtés. Il y a une petite différence à noter sur tout ce qui est infrastructure. On voit que dans le texte européen, la mise à jour du règlement d'exemption catégorielle que je commenterai tout à l'heure, il y a vraiment les infrastructures. Également dans tout ce qui est instrument de financement, encadrement européen, et c'est beaucoup moins le cas aux États-Unis. Donc c'est un des sujets dont les entreprises, en tout cas, que les entreprises déplorent. Voilà. Et puis il y a tout un aspect très, on va dire, pro-américain, made in America au côté américain, avec relocalisation, tout ce que l'on connaît. On voudrait faire un Made in Europe Act. Est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Peut-être pas complètement, ou en tout cas pas autant que les Américains, ce qui fait qu'on a une dissymétrie là-dessus à avoir en tête. Donc voilà un petit peu le paysage dans lequel on évolue. Et donc ça me semblait important de planter le décor plus loin avant de rentrer sur... je vais faire les choses à l'envers, et c'est fait exprès pour ne pas être tout de suite dans du trop compliqué, avant de rentrer dans notre contexte à nous. Alors, ça me semblait un peu dur de commencer par le règlement européen d'exemption catégorielle republié le 23 juin 2023. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par ce qui était proche de nous, dont certains d'entre vous sont déjà familiers, d'autres peut-être moins. Je parle de la loi Industrie verte. Alors avant la loi Industrie verte, on est finalement depuis la crise Covid, à la suite de la crise Covid, on a ce plan France 2030 avec ce chiffre de 53 milliards voilà, qu'il faut avoir en tête. Et donc sur les 53 milliards, hein, vous aviez à peu près 20 milliards, oui c'est le bon chiffre, 20 milliards qui étaient déjà prévus dans le cadre du PIA 4.
et vous avez 34 milliards de crédits nouveaux. Je laisserai mes collègues dans la seconde partie venir plus sur le contenu des dispositifs, mais ce qui a été intéressant là, c'est qu'au niveau à la fois du Parlement et du gouvernement, au niveau réglementaire, un certain nombre de règles du jeu ont été définies et vont être renforcées avec la loi Industrie verte. Une des règles du jeu, c'était qu'il devait y avoir 50% de la totalité de ces crédits qui devait favoriser, permettre, conduire à la décarbonation. Et une autre règle du jeu associée à ça, 0 dépenses défavorables à l'environnement. Donc c'est des métriques qui sont suivies, d'où le fait que sur tous les projets financés, il faut être en mesure de répondre à ces éléments-là, avec notamment le critère « do not significantly harm » qui est dans les appels à projets et dans les dossiers à remplir. Et il faut, donc c'est pas cumulatif, hein, les deux lignes, hein, vous avez bien compris, c'est deux indicateurs séparés. Il y a un autre KPI sur le fait que dans France 2030, 50% des budgets doivent être consacrés à des acteurs émergents. Alors attention, c'est acteurs émergents, ça ne veut pas forcément dire start-up. Donc ça veut bien sûr dire start-up, aider des nouvelles entreprises à se constituer. Si je prends la filière hydrogène, on voit que ça peut aussi être des nouvelles entreprises, des acteurs émergents, pour reprendre le terme, qui sont le fruit d'un partenariat. Alors, j'ai aucune action, mais j'avais en tête tout d'un coup, par exemple, Genvia qui me venait, qui est le fruit d'un partenariat de plusieurs acteurs, etc. Donc, ça peut être effectivement un nouvel acteur qui est, encore une fois, émergent de ce point de vue-là. Accepter la prise de risque et l'échec, donc ça, c'est ce qui justifie le fait d'avoir de l'aide publique. Et je dirais qu'il y a une inclinaison par rapport aux investissements d'avenir, donc les PIA 1, 2, 3 et le début du cadre précédent. C'est que la France, elle cherchait surtout à mettre de l'argent quand il y avait de l'innovation. Et là, on a un infléchissement vers innovation et industrialisation, avec derrière cette idée souveraineté industrielle qui a été renforcée par la crise Covid et quelque part la crise énergétique avec la crise ukrainienne également. Gestion interministérielle par le SGPI. Bon, voilà. Donc ça, c'est le point de départ du contexte, c'est la situation actuelle et c'est une manière de résumer la règle du jeu. Alors, comme vous avez tous vu, je propose de ne pas prendre les mesures de la loi Industrie verte telles qu'elles sont à l'écran et qu'elles ont été annoncées par Bruno Le Maire il y a quelques mois. On va se focaliser sur les sujets d'aide publique, enfin, tout ce qui concerne les aides publiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette loi, un petit peu comme la loi Pacte en son temps, elle a été voulue sous une logique de co-construction avec beaucoup de consultations de l'industrie, d'où sont sorties ces 15 mesures. Et derrière, on a une volonté, donc ça c'était en mars, fin février-mars, la concertation, et derrière, on a une volonté d'avancer vite, quitte à compléter dans d'autres textes ultérieurement. Donc un choix de centrer sur la décarbonation plus que sur d'autres paramètres du sujet climat. Par exemple, l'économie circulaire est un peu présente, mais moins dans les enjeux du projet de loi et des mesures. Tout ceci a été amené devant le Parlement. Alors, petite mise à jour toute récente, c'est passé donc ça passe en procédure accélérée, d'où le fait que c'est parti au Sénat en premier et que ça a été adopté jeudi dernier par le Sénat en première lecture, avec pas énormément de modifications, mais par exemple dans les modifications, la notion de stratégie nationale industrie verte 2023-2030, pour prendre un exemple concret. Et donc aujourd'hui, ça arrive à l'Assemblée nationale. Les premières sessions à l'Assemblée nationale sont de mémoire à compter du 12 juillet. Donc si le calendrier est tenu, et c'est clairement la volonté du gouvernement, ce sera possiblement voté par le Parlement avant la fin de la session d'été, donc avant la fin du mois de juillet. Donc si on se focalise sur 3 sujets, donc voilà, plutôt que les 15 mesures, je propose d'insister sur 3 points en prenant cet angle aide publique pour financer les transitions énergétiques et écologiques et la décarbonation. On voit qu'il y a vraiment un enjeu souveraineté industrielle. Donc sur le France 2030, c'est ce qui fait le lien avec industrialisation. Et cet aspect, faire passer l'industrie de 10 points de PIB à peu près 15 points grâce à ce programme.
D'où le fait qu'il y a tout un volet formation qu'on va moins détailler ici, mais qui est présent dans les mesures. Ça suppose d'avoir les bons profils tant au niveau ingénieur qu'au niveau technicien et dans tous les différents besoins pour tout ce qui est métier industriel, avec un élément de financement public intéressant. On a un projet de dossier, on va dire, pour l'automne prochain dans ce cadre-là. Donc c'est un appel à projet avec lequel on devient plus familier, qui est l'appel à projet compétences et métiers d'avenir, CMA, qui peut être intéressant et qui suppose des partenariats. Alors souvent, c'est des têtes de file universités ou écoles, en partenariat avec des entreprises. C'est, je crois, ce qui est privilégié, en tout cas dans les projets qui ont été successful. Voilà pour cet aparté. Le deuxième point, c'est décarbonation, avec la cible de moins 5% par an de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'industrie existante. Et décarboner aussi, ça suppose à la fois l'industrie en général et avec un focus particulier sur les sites les plus émissifs. Et l'autre point, à côté de décarboner l'industrie existante, c'est la création d'industrie verte. Parce qu'au départ, industrie verte, on se disait tous, c'est plus ou moins clair. En simplifié, finalement, c'est deux éléments. C'est d'une part décarboner l'industrie existante et d'autre part favoriser la création en France et la croissance en France d'acteurs de l'industrie verte, qu'il s'agisse des batteries, des pompes à chaleur, du biogaz, du biométhane, du bois, des métaux critiques, etc. Par rapport au sujet enjeux de souveraineté industrielle, alors je vous avais dit que je parlerais surtout des nouveautés liées aux aides publiques. Quand on analyse les consultations et le projet de texte et tous les constats de frein à l'attractivité du territoire France, on se rendait compte qu'il y avait une question de financement. Et il y avait aussi des questions de freins qui étaient plutôt liées aux conditions cadres pour étendre ou implanter un nouveau site industriel. Je crois que les mesures sur ce point-là qui sont proposées, alors est-ce qu'elles sont suffisantes? On peut en débattre, mais elles sont globalement toutes utiles et voire feraient quasiment l'unanimité. Après, voilà, la question c'est est-ce qu'elles sont suffisantes, je dirais. Donc là, ce sont des mesures sur ce que j'appellerais les conditions cadres. Qu'est-ce qui fait, si on a les bons financements, que l'on avait des freins pour les projets industriels, extension de sites existants, création de nouveaux sites. Et donc il y avait tout un aspect autour du foncier, hein, on l'a vu dans certains des projets qu'on a accompagnés, si bien que il y a un premier volet de mesures autour de tout ce qui est foncier, avec, alors, ça a été marketé sous l'angle 50 sites France 2030, mais derrière cela, c'est des financements publics et des actions sur tout ce qui est foncier, encore une fois, aménagement, dépollution, s'assurer que quand dans une région on a des acteurs industriels, on a du foncier qui peut être disponible dans un délai raisonnable et préparé dans un délai raisonnable pour les investisseurs. Il y avait un autre gros point qui était tout ce qui était les autorisations environnementales, la consultation du public, quand on mettait tout bout à bout. Et effectivement, je pense que certains d'entre vous l'avez peut-être vécu, en tout cas on le voit, c'était une réalité qu'entre l'ICPE et toutes les autorisations, ça prenait effectivement, on nous disait au départ plutôt 12 mois, et en réalité c'était plutôt 18-20 mois que 12, et c'est le temps moyen qui est effectivement constaté dans le rapport. Donc là, l'ambition, c'est de simplifier par les textes et par la manière, donc dans différents codes, l'urbanisme, l'environnement, dont sont structurés les délais sur tout ce qui est autorisation environnementale, tout en leur donnant leur juste place, y compris la consultation du public, pour ramener tout ça à plutôt 9 mois que 18 ou 20, de façon à être dans la moyenne européenne. Il y a également un élément important, même si on est très français là-dessus et que ça peut sembler plus centralisé, qui est de donner aussi plus de poids, donc d'équilibrer vers les régions avec la logique territoire d'industrie en la renforçant. Est-ce qu'on peut la renforcer plus? Ce sera un point à voir. Pour les très gros projets, donc projets d'intérêt national majeur, une logique de guichet unique simplifié. Alors ça, c'est un peu une tarte à la crème. Je pense que si on prend les 20 dernières années, on a plusieurs fois eu sur le sujet des aides publiques
l'idée de faire un guichet unique, c'est peut-être de toutes celles là, alors c'est très bien si c'est fait pour les très grands projets, je pense qu'on n'y est pas encore du tout pour les projets, on va dire lambda, et c'est clairement un sujet sur lequel la France peut s'améliorer par rapport aux autres pays. Il y a un point, alors je vous ai dit qu'il y avait assez peu de choses sur l'économie circulaire, il y a eu un petit ajout du Sénat, et il y a eu un point qui était dans les mesures initiales, sur, je ne suis pas spécialiste du droit de l'environnement là-dessus, je vais le dire humblement, mais quand on travaille sur des projets d'économie circulaire, on voit bien qu'il y avait des freins réglementaires liés à la rigidité, on va dire, pour sortir du statut de déchet. Quand on avait des résidus de production, le fait de pouvoir, au niveau juridique, avoir la capacité à réutiliser les résidus de production, alors que c'est complètement dans la logique économie circulaire, était compliqué par le Code de l'environnement. Donc là-dessus, ça c'est bienvenu, même si à mon avis, ça ne suffira pas sur le volet économie circulaire. Merci Rémi de me faire signe sur l'heure, parce qu'on n'a pas de compteur. Alors, le CI3V, le crédit d'impôt industrie verte, c'est un crédit d'impôt qui n'est pas dans le projet de loi qui est pendant devant le Parlement, il sera dans le projet de loi de finances. Et pour faire simple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est à peu près 500 millions d'euros que le gouvernement cible, versus les 7 milliards par exemple pour le CIR, et qui sera financé par des choses liées au déplafonnement du malus sur l'automobile, et qui sera aussi potentiellement financé par la limitation des dépenses fiscales brunes. Donc un des points d'attention, comme on sait que le CIR est important pour l'industrie en général, ce sera de s'assurer que ce nouveau crédit d'impôt vient bien en plus des dispositifs existants plutôt que de les cannibaliser. Comme je dois accélérer, je dis, la manière dont il faut résumer le C3IV, c'est de dire que ça choisit 5 filières. Je pourrais faire la boutade de dire que c'est les Big Five, mais là on ne parle pas des cabinets d'audit. Pompe à chaleur, éolien, photovoltaïque, batterie, hydrogène vert. Le scope a été réduit aux Big Four, les 4 premiers, parce que pour l'hydrogène vert, c'est traité par d'autres dispositifs dont Romuald parlera. Et donc la logique là, c'est un crédit d'impôt pour tous les investissements nécessaires à la production dans les 4 filières cibles. Et donc ces investissements, c'est les investissements corporels comme incorporels. Et donc le taux du crédit d'impôt sera de l'ordre de 30%, entre 20 et 45% à voir dans le projet de loi quand il sortira. Sur décarboner l'industrie existante, on va y revenir avec tous les programmes tout à l'heure. Donc c'est important d'avoir en tête un point qui est de généraliser et de renforcer. Ça fait l'écho à ce qu'on a dit au début sur le fait qu'il doit y avoir 0 dépense qui soit défavorable, enfin néfaste pour l'environnement. Il va y avoir une généralisation des éco-conditions des aides, donc y compris pour les PME de faire des diagnostics. Et tout ceci va être mesuré de façon beaucoup plus significative, avec également la possibilité pour l'État de réajuster le montant des aides en fonction de l'atteinte ou pas des objectifs d'émissions, de réduction d'émissions indiqués dans les dossiers de demande de subvention. Alors là, je vais un souci de temps, donc ce que je vous propose, c'est vous aurez les supports. Oui, on est un petit peu hors délai. Sur le règlement européen d'exemption catégorielle, alors là, ce ne sont pas des aides d'État. C'est simplement la règle du jeu européenne que vous devez avoir en tête et sur laquelle, en fait, il faut travailler avec des juristes aides d'État ou droit économique. On a une équipe basée à Bruxelles, notamment pour ça. Ce qu'il faut retenir de ce règlement d'exemption catégorielle, annoncé le 9 mars, publié tout récemment, vendredi 23 juin. Donc ça y est, il est publié. On a la version dans toutes les langues de l'Union européenne. Et il est prolongé jusqu'à 2026. Il avait déjà été prolongé. Vous avez à droite les principaux domaines où il y a des modifications substantielles. La protection de l'environnement est celle où il y a, quand on fait un compare entre les deux textes, le plus de modifications. Et ce qui est intéressant, c'est que la tête de chapitre a été modifiée, c'est protection de l'environnement, y compris la décarbonation. Donc il y a un focus qui est cohérent, qui est mis sur la décarbonation. Vous avez également une facilité pour les États membres de faire des PIEC, donc les PIEC IPSAI en anglais, donc de continuer les PIEC.
Vous avez également, vous aviez cette limite ou cette manque de clarté quant à est-ce qu'on peut être aidé dans le domaine environnemental si on a des projets qui ne font que se mettre à jour par une norme réglementaire. Eh bien, la réponse qui est donnée là, c'est les projets peuvent être éligibles à des subventions s'ils sont déployés 18 mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme réglementaire. Donc ça, c'est un petit exemple de quelque chose qui est intéressant. Et sinon, vous avez beaucoup plus de facilité pour les États d'avoir des projets pour des montants plus élevés sans notification. Donc pour tout ce qui est RDI et protection de l'environnement, les plafonds ont été rehaussés de façon significative. Je vais vous donner un exemple. Pour les sujets chaleur, c'est passé de 20 à 50 millions, donc c'est beaucoup plus que l'inflation. Pour les projets développement expérimental, le seuil de notification passe de 15 à 25 millions. Donc là, c'est une très grande hausse des plafonds. Et pour tout ce qui sont en dehors des sujets phares, protection de l'environnement, etc., les plafonds sont en général rehaussés d'environ 10%. Attention, c'est le plafond d'aide qui est rehaussé de 10%. On ne rajoute pas 10 points de taux de financement. Donc si vous avez un projet qui était, j'en sais rien, finançable avec un plafond à 10 millions pour un régime d'aide et une intensité d'aide à 30%, ça veut dire que ça passe de 10 à 11 millions sans notification, le plafond d'aide. Ce n'est pas les 30 points ou les 20 points, 20% de taux d'aide auxquels on rajoute 10 points. Ça, c'est un élément à avoir en tête. Et tout ceci est précisé dans les 120 pages du nouveau règlement. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de le combiner avec quelque chose qui est peut-être un peu moins connu parce que ce n'est pas encore entré en vigueur, mais c'est fait partie de la règle du jeu pour les États membres et donc indirectement pour les entreprises. C'est le nouveau encadrement temporaire de crise. Donc c'est pareil, annoncé le 9 mars dernier. Et donc c'est dans ce cadre-là, jusqu'à fin 2025, que les États membres, et notamment la France, vont pouvoir mettre en place des régimes d'aide plus larges encore que celles permises par le règlement général qu'on commentait juste avant. Je voudrais juste mentionner une différence entre les deux, c'est que dès qu'on est dans le RGEC, la France et les États peuvent mettre en place des régimes sans qu'ils demandent un accord à l'Europe sur chaque régime d'aide. Alors que pour tout ce qui est dans le cadre de l'encadrement temporaire, là, il y a des nouvelles mesures et vous avez investissement d'équipements stratégiques, donc vous retrouvez un petit peu les mêmes thématiques, mais notamment là, on est sur des stades de production. Il y a notamment la notion de composants essentiels qui est importante. Là, vous avez une notification par les États membres de chacun de leur programme d'aide. Donc c'est un peu la différence. Donc c'est plus large que le RGEC, mais ça suppose qu'à chaque fois, avant de publier l'appel à projet ou avant de traiter les dossiers des appels à projet, l'ADEME, la BPI et les autres financeurs publics vérifient auprès de l'Europe que le régime d'aide qu'ils entendent mettre en place est compatible. Ça va jusqu'à fin 2025. Et vous avez, alors, je vous rassure, on ne va pas le couvrir à l'oral, pour être plus concret que le cadre européen, qui est une gageure à faire de façon concise, qui fait des centaines de pages à chaque fois. Voilà, j'ai essayé ici d'illustrer, vous l'aurez dans le support, pour 3 thématiques bien précises: production, stockage d'énergie, décarbonation, technologie verte, production de technologie verte. Qui sont les bénéficiaires possibles des aides des appels à projets que la France, si on prend notre exemple, peut mettre en place? Quelles sont les activités pour lesquelles la France peut mettre en place, encore une fois, ces aides publiques? C'est les activités soutenues. Et à droite, les intensités d'aide, dont vous verriez, si vous compariez avec le règlement juste avant, que ça peut être sur des montants plus élevés. Voilà. Et donc finalement, en résumé, l'aspect souveraineté industrielle prend de plus en plus d'importance. Ça, c'est une manière de résumer habituelle chez nous, pour ceux qui nous connaissent, des éléments clés pour une demande d'aide publique réussie. On a rajouté en rouge souveraineté industrielle à côté de impact économique. Et puis quantification des émissions de CO2 et surtout de leur réduction pour le pilier 3. Et avec ça, du coup, sur l'aspect, je vous propose de faire un focus hydrogène. Ça peut sembler atypique, mais en fait, c'est logique, puisque c'est comme dans le droit fil du crédit d'impôt investissement industrie verte. Voilà, donc je te passe la main, Romuald. Et la zapette. Merci bien. Ça, c'était encore pour toi.
Hop, je passe. Voilà, donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Romuald, effectivement, de chez Deloitte, ingénieur, Lucille l'a dit au départ. Et en tant qu'ingénieur, quand on me demande de parler d'hydrogène, je me sens obligé de parler un peu de science. L'hydrogène, c'est l'élément le plus petit de l'univers. Et je vous ai mis ici une schématisation, un proton, un électron qui tourne autour. Le plus petit, le plus simple, et finalement le plus répandu. Mais en termes de définition, j'ai aussi besoin de vous préciser que quand on parle, nous, d'hydrogène dans le langage commun, les scientifiques, eux, l'appellent dihydrogène. On parle du gaz. En fait, ce sont deux atomes d'hydrogène qui s'associent pour faire une molécule. Et c'est ce gaz-là dont on va parler aujourd'hui. Le gaz de dihydrogène, donc H2, est aussi le plus léger, le plus répandu dans l'univers, mais pas forcément sur la Terre. Sur la Terre, le dihydrogène est disponible dans certaines poches terrestres, de la croûte terrestre, mais pas facilement accessible. Alors, on en a trouvé un peu aux États-Unis, un peu au Mali et un tout petit peu en Espagne aussi. Néanmoins, il est disponible de manière universelle en se mélangeant avec d'autres atomes, comme le carbone, à faire du méthane, CH4, ou, plus répandu encore, sur Terre, l'eau, H2O. La problématique sur Terre qu'on a, c'est qu'on est obligé de casser ces molécules pour avoir notre dihydrogène. Les casser, on sait faire. On sait faire avec différentes techniques, gazéification, reformage, électrolyse, photosynthèse, thermochimie. Je ne le prononce pas tous les jours, alors j'ai du mal. Gazéification, vraiment, j'accroche. Il s'agit en fait de prendre du charbon de bois et de le brûler à très haute température. Derrière, on va retrouver le CH4 et on va émettre de l'H2 et du monoxyde de carbone, CO. Très polluant, mais facile à faire. Reformage, là on va prendre du gaz naturel qu'on va un peu désulfuriser pour enlever le sulfure parce qu'il pourrait y avoir des problèmes chimiques après. Et on va aussi le mélanger à de la vapeur d'eau à très haute température. Derrière, on va avoir du CO2, dioxyde de carbone et de l'H2, aussi très polluant. L'électrolyse, on sait faire depuis très longtemps, hein. Monsieur Volta l'a déjà inventé il y a plusieurs siècles. L'électrolyse, on lance un courant électrique, on met un courant électrique dans de l'eau, et les molécules, les atomes vont se séparer d'oxygène et d'hydrogène pour former de l'eau encore, pas de l'eau, mais du dioxygène et du dihydrogène. Donc ça, on sait faire. Ensuite, deux nouvelles solutions possibles, la photosynthèse. On s'est rendu compte que certaines microalgues exposées à la lumière allaient consommer de l'oxygène et émettre du dihydrogène, notre hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir, qui est tout récent, et des études scientifiques sont lancées pour essayer de développer ça et de le monter au niveau industriel. Les trois premières technologies sont déjà possibles au niveau industriel. Et la dernière, c'est la thermochimie, c'est que l'eau, si on la monte à très 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 haute température, elle va d'elle-même, sans électricité, se rompre, la molécule, et créer du dihydrogène et du dioxygène. Donc toutes ces technologies permettent de créer cette fameuse molécule de dihydrogène qu'on catégorise, ou plutôt qu'on qualifie aujourd'hui avec une couleur. On va avoir du dihydrogène noir, gris, bleu, vert, jaune, rose et blanc. Alors pourquoi une couleur supplémentaire? Parce que vous avez compris que pour avoir du dihydrogène sur Terre, il faut faire une opération chimique avant. Et pour faire cette opération chimique, on a besoin d'une source primaire. Selon la source que l'on utilise, on va avoir un dihydrogène coloré. Alors coloré, lui, il ne va pas être coloré, mais on va le qualifier d'une couleur. Noir, c'est parce qu'on a utilisé du charbon au départ. Si c'est du gaz, on va l'appeler hydrogène gris. Si c'est du gaz et qu'on réutilise le CO2 qui est mis derrière donc par reformage, on va l'appeler bleu. Vert, c'est si l'énergie est renouvelable. Donc on a utilisé de l'électricité provenant de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes ou de l'hydraulique. Jaune, c'est on a utilisé uniquement du photovoltaïque. Rose, c'est qu'on a utilisé de l'énergie, de l'électricité provenant d'une source nucléaire. Et blanc, c'est qu'on l'a découvert par miracle quelque part sur Terre, donc au naturel. Pourquoi je vous parle de toutes ces couleurs? Parce qu'aujourd'hui, les subventions ou les aides qu'on va avoir au niveau national ou européen vont venir aider certaines de ces catégories-là. Et aujourd'hui, il y a une discussion au niveau européen pour pouvoir les classer correctement. Typiquement, on vous parle beaucoup d'hydrogène vert. Donc c'est cette idée-là qu'on a, donc photovoltaïque, éolien ou hydraulique au départ.
Mais le rose, on n'en parle pas trop. Et pourtant, en France, au niveau nucléaire, on sait faire beaucoup d'électricité. Donc aujourd'hui, on essaye plutôt de définir de l'hydrogène carboné ou décarboné. Et ça, les juristes et les avocats sont en train de définir les règles. Aujourd'hui, donc, on a une stratégie nationale. Donc, je vous ai parlé de ce gaz qui est donc très léger, très volatile, hein, mais surtout qui a un pouvoir calorifique énorme. C'est-à-dire que comparer, par exemple, une masse à même masse, l'hydrogène ou l'essence, l'hydrogène va générer 2 fois plus d'énergie lors de la combustion. Et en plus, lorsqu'on le brûle, lorsqu'on l'utilise pour créer cette énergie, on émet derrière quelque chose qui est décarboné, de l'eau. Donc, très intéressant de partir dans cette technologie-là. La France donc, lance une stratégie nationale depuis 2020 pour accélérer la transition énergétique, écologique aussi, et créer une filière industrie dédiée. Parce qu'aujourd'hui, certaines industries savent faire cet hydrogène, ce dihydrogène, mais avec les 2 premières techniques, reformage ou gazéification. J'y arriverai pas aujourd'hui. Ils mettent sur la table 9 milliards. Alors, on parlera beaucoup de 7 milliards. Effectivement, au départ, c'était 7 milliards d'euros pour aider cette nouvelle filière. Avec le plan France 2030, ils ont rajouté à nouveau 2 milliards il y a 2 ans. Donc 9 milliards pour faire quoi? Pour décarboner l'industrie, avec une nouvelle industrie sur l'électrolyse. Donc on se place bien sur la 3e technologie. Quid de la photosynthèse, quid de la thermochimie? À voir. On veut développer une mobilité lourde. Lourde, donc c'est les gros consommateurs de kilomètres. On va parler de camions bennes, de bus, de cars, peut-être de trains, peut-être d'avions. Et puis on va soutenir aussi la recherche et l'innovation. Donc une nouvelle possibilité. Alors peut-être que cette fois-ci la photosynthèse et la thermochimie rentreront dans ces cases-là. Innovation et développement de compétences. Parce que l'idée, c'est qu'on devienne un pays souverain, qu'on ait la connaissance de comment créer cet hydrogène de manière la plus efficace possible, en termes de consommation énergétique au départ, au coût le plus bas, et surtout l'utiliser derrière, donc multiplier les usages. Donc ça, c'est la stratégie nationale. Elle va être mise à jour d'ici la fin d'année. Merci. Derrière, je vous ai présenté la chaîne de valeur. Aujourd'hui, tout ce qui est aidé, c'est toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Que vous soyez producteur, donc celui qui va créer ce gaz d'hydrogène. Donc, on ne va pas rentrer dans toutes les lignes, mais donc vous avez la production, vous avez derrière la distribution, tous ceux qui vont intervenir sur la distribution, sur comment amener de la source de création à l'usager final. Et vous avez aussi ceux qui sont usagers qui vont pouvoir être subventionnés. Donc toute la chaîne de valeur est soutenue par ce plan stratégique. Je ne rentre pas dans les détails de chaque ligne, vous aurez l'occasion de les voir à tête reposée. Aujourd'hui, je vous parle des 2 principaux appels, donc les appels à projets ouverts. Il y en a qui ont été ouverts, qui ont été fermés, qui ont été renouvelés, qui reviendront, mais ceux qui sont actuellement ouverts, il y en a 2 principaux. Celui d'en haut, le Ecosys H2, qui va venir soutenir tous ceux qui veulent investir dans des technologies existantes de l'hydrogène pour pouvoir utiliser cet hydrogène. Donc c'est du déploiement. Vous avez les briques technologiques et démonstrateurs, donc c'est tous ceux qui vont travailler à développer des nouvelles techniques, des nouvelles technologies utilisatrices ou consommatrices ou productrices d'hydrogène. Et puis je vous ai mis le PIEC, donc le projet important d'intérêt européen commun, qui vient en fait déplafonner. Vous savez que pour toutes les aides étatiques, il y a un règlement qui vous limite en termes de montant de subvention. Le PIEC vous facilite le dépassement ou le surpassement de ces montants-là. Donc il y a un PIEC aussi au niveau européen, sur plusieurs pays, une quinzaine je crois, qui vient du coup aux États membres pour donner la possibilité de dépasser les différents plafonds, que ce soit industriel à 10 millions, que ce soit sur la R&D à 15 millions, vous pouvez dépasser ces plafonds. Donc, cette stratégie existe depuis 2020. Je voulais juste vous montrer où on en était aujourd'hui. Vous vous rappelez 9 milliards? Aujourd'hui, donc, si on regarde les aides ADEME, alors au lieu de vous présenter tous les projets vainqueurs ou lauréats, je vous ai fait une petite carte, une cartographie de où ils sont placés. Et surtout, j'ai pris toutes les descriptions des projets et j'en ai fait un nuage de mots pour voir un petit peu quelles étaient les thématiques qui ressortaient. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hydrogène, évidemment, en gros, production, euro. Mais ce qu'on voit beaucoup, les mots qui apparaissent, sont transport, mobilité, voyageurs, camions, bennes, ordures, poids lourds. Donc, on est vraiment dans la mobilité. Donc, on est plutôt dans la deuxième. Alors, il y a production, mais ce sont des productions locales. Quand on regarde dans le détail, ce sont des productions pour fournir les différents systèmes de transport. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt le deuxième axe.
Si vous vous souvenez, les 3 objectifs qu'on avait sur le slide passant, antépénultième, c'est le deuxième axe qui est soutenu par l'ADEME. Et effectivement, dès que lors qu'on veut développer une filière, les projets sont plutôt locaux. Je vous ai enlevé toutes les régions parce que sinon on allait avoir beaucoup de mots qui apparaissaient, mais sont plutôt locaux et localisés. Dès lors qu'on parle d'une stratégie nationale, les montants, les investissements sont bien plus importants. Là, ici, ils ont déboursé à peu près 3 milliards d'euros, donc sur les 9 milliards. Et dès lors qu'on attaque des montants plus importants, on sera sur le PIEC. Voilà les projets d'usines de production d'hydrogène. C'est 10 usines en France qui ont été lauréates, et il y en a certaines qui sont en cours d'analyse encore. Cette région, et là, ce sont 2 milliards qui ont été alloués pour ces entreprises-là, pour développer ces usines de production d'hydrogène. Donc 3 plus 2, 5. Sur les 9, il nous reste 4 milliards. Certainement, Lucille vient de le dire, il va y avoir une mise à jour d'ici la fin de l'année, donc peut-être encore des fonds proposés, augmentés, l'assiette augmentée, budget augmenté, pour soutenir cette industrie qui est en plein essor. Alors si vous souhaitez participer à cette histoire-là, que ce soit vous soyez producteur ou même consommateur, il y a peut-être moyen que vous soyez subventionné pour vos investissements futurs.